Alors qu'Horus entamait sa dernière campagne, l'empereur pressentit que mettre fin à l'hérésie lui coûterait énormément, au point de l'empêcher de contribuer à la survie de l'humanité s'il ne trouvait pas la mort. Il savait également que la menace du chaos n'allait pas disparaître avec Horus, mais qu'elle continuerait au contraire à mettre l'Imperium en péril. Qui pourrait alors le défendre contre les dieux du chaos et leurs serviteurs? L'hérésie d'Horus venait d'apporter la preuve que les Space Marines n'étaient pas sourds aux paroles des démons. L'Adeptus Custodes n'avait en revanche jamais cédé à la tentation, mais cette organisation ne jouissait ni du nombre, ni de la liberté de manœuvre nécessaire pour mener un tel combat. L'empereur imagina donc un plan devant transformer sa défaite personnelle en une victoire à long terme. Malcador le Sigillite, son plus proche serviteur, parcourut les mondes ravagés par la guerre de l'Imperium en quête d'hommes aptes à prendre le fardeau du futur sur leurs épaules. Une telle mission eût été difficile à assumer en temps de paix. Elle s'avéra quasiment impossible au milieu de la tourmente de la guerre civile. Lorsque Malcador fut de retour auprès de l'empereur, Terra elle-même était assiégée, et ce n'est qu'au moyen d'un subterfuge des plus astucieux que le Sigillite et ses recrues purent traverser la ligne de front sans être vus. L'empereur inspecta en silence les 12 individus que Malcador avait amenés devant lui, et il vit que son agent avait bien œuvré. 4 d'entre eux étaient des seigneurs ou des administrateurs dotés d'un esprit curieux et d'une volonté implacable. Les 8 autres étaient des Space Marines dont les capacités hors pair n'étaient égalées que par leur dévotion à l'empereur. Certains appartenaient aux légions qui s'étaient laissées tenter par les promesses d'Horus. Mais ces frères de bataille avaient osé trahir leur père pour rester fidèles au maître de l'humanité et avaient combattu l'hérésie de l'intérieur. L'empereur approuva le choix de Malcador et lui commanda de passer à l'étape suivante de son plan. Malcador et ses 12 adeptes quittèrent le palais envahi par les combats aussi discrètement qu'ils étaient venus. Le groupe se divisa après avoir décollé de Terra, car leur destin devait suivre des lignes séparées pour un temps. Les 4 seigneurs devaient former la structure originelle de l'Inquisition, une organisation secrète et puissante, en charge de la surveillance des armées de l'Imperium, tandis que Malcador emmenait les 8 Space Marines sur Titan. Grâce à ses pouvoirs psychiques, le Sigillite avait occulté cette lune aux yeux des renégats comme à ceux des loyalistes. Les 8 Space Marines y trouvèrent une forteresse monastère bâtie à leur intention dans le plus grand secret, sous le voile d'illusion de Malcador. La forteresse contenait tous les éléments nécessaires à la création d'une nouvelle armée de Space Marines, les Chevaliers Gris. Des recrues provenant de tous les coins de la galaxie étaient là. Certaines étaient inexpérimentées et n'avaient pas reçu le moindre entraînement. D'autres avaient été secrètement soustraites au rang des légions restées loyales. Des cuves cryogéniques contenaient un ensemble de nouvelles glandes progénoïdes et un arsenal d'armes révolutionnaires issues des forges de Mars s'étalait sur les râteliers des armureries. Les jours glorieux de la Grande Croisade étaient révolus, et les Chevaliers Gris ne devaient pas constituer une légion Space Marine, mais un chapitre, une confrérie plus restreinte et plus soudée. Malcador supervisa le processus initial de création des Chevaliers Gris, mais ne purent rester pour surveiller leur évolution. Il choisit l'un des 8 pour prendre sa succession à la tête du chapitre. C'est ainsi que Janus devint le premier grand maître suprême. Avant de quitter Titan pour toujours, Malcador tissa un dernier enchantement, plus prodigieux encore que le précédent.
Titan disparut de son orbite et fut dissimulé dans le sanctuaire le plus improbable. Le sigillite l'ancra au beau milieu des courants qui agitent le warp. Protégé par des champs de galères étendus et des rites mystiques, Titan traversa la tempête warp tandis que la galaxie assistait au ravage de l'hérésie d'Horus et à la tragédie du duel final livré par l'empereur. Titan finit par réapparaître sur son orbite dans l'univers matériel au beau milieu de la confusion de la seconde fondation. Le temps s'était écoulé différemment dans le Warp, si bien que le groupe, qui n'était composé que de 8 Space Marines et de quelques centaines de recrues inexercées, émergea sous la forme d'un chapitre fort d'un millier de frères de bataille parfaitement entraînés. C'est au cours de cette période que les légions Space Marines furent divisées en chapitres selon les préceptes du Codex Astartes. Initié par le primarque des Ultramarines, ce processus de la seconde fondation fut mené à bien sous la direction de l'Inquisition nouvellement formée et supervisé par les mêmes seigneurs que Malcador avait initialement choisis. Dans la confidence, ils purent facilement ajouter les Chevaliers Gris sur la liste des nombreux chapitres Space Marines et les désignèrent sous le nom de 666e chapitre. Environ 400 chapitres furent accrédités à l'époque. Ce choix apparut donc comme très étrange. Mais peu de détails à propos des Chevaliers Gris furent archivés, et la plupart d'entre eux furent délibérément effacés au cours des siècles suivants. Tandis que les chapitres successeurs de la seconde fondation héritèrent du legs génétique de leurs prédécesseurs, les Chevaliers Gris, eux, avaient été créés grâce à de nouvelles glandes progénoïdes qui n'étaient pas affectées par les défauts de la génération précédente et qui contenaient en germe le corps et l'esprit de l'empereur lui-même. Désarmés et sans armure, un seul d'entre eux est déjà un adversaire redoutable, même selon les standards Astartes. Mais les Chevaliers Gris combattent rarement seuls et jamais sans leurs armes. Or leurs armes sont d'une nature tout aussi insolite que celle de leurs porteurs. Même au crépuscule du 41e millénaire, nulle autre armée de l'Imperium ne dispose d'un armement aussi technologiquement avancé, aussi irréfutablement sacré, ni aussi profondément révéré que celui employé par les Chevaliers Gris. Tel est le fruit des anciens pactes scellés avec l'Adeptus Mechanicus et des alliances tissées avec diverses races Xénos. En effet, le péril que représente le Warp est si grand qu'il peut éclipser les adversités entre mortels. Il s'agit là d'entente de circonstances contre le péril démoniaque, une communion d'intérêts et d'objectifs, mais en aucun cas de liens noués à long terme. Avec toutefois un net avantage pour les Chevaliers Gris, car les technologies qui leur ont été confiées perdurent au-delà des accords pour lesquels elles ont servi de monnaie d'échange. Toutefois, l'avance technologique est loin d'être l'arme la plus redoutable des Chevaliers Gris. La nature du démon a peu de choses à voir avec la science. Ce sont des êtres nés du mythe et de la folie. Pour vaincre de tels monstres, un guerrier doit s'imprégner de la même démence et s'approprier les sortilèges du Warp pour combattre le démon avec les mêmes armes. Aucun psyker ordinaire ne peut espérer y parvenir, car le simple fait d'essayer laisserait son âme corrompue à jamais, ou pire, ouvrirait une porte par laquelle les créatures du Warp pourraient pénétrer dans l'espace réel. Un Chevalier Gris doit non seulement surmonter ce genre d'épreuve, mais également s'y confronter tous les jours. C'est pourquoi sa force réside principalement dans sa détermination. Avec l'Inquisition dont ils sont l'une des chambres militantes, les Chevaliers Gris sont les héritiers et les gardiens de la plus profonde connaissance du Warp que possède l'humanité.
Tout le chapitre marche sur la fine ligne séparant la maîtrise psychique de la corruption la plus totale. Ainsi, chaque frère de bataille est un psyker accompli, entraîné à canaliser son énergie mentale au travers d'un réseau de protection nommé Aegis, et capable de recourir à des pouvoirs dévastateurs. La simple signature psychique d'un chevalier gris est un anathème pour les créatures du Warp, réprimant leur sinistre appétit et immunisant le guerrier à la corruption. Tel fut le présent de l'empereur au premier chevalier gris. Un héritage transmis à chaque nouvelle génération de frères de bataille. Ainsi protégé, un chevalier gris peut manipuler des sortilèges interdits, s'emparer d'artefacts impurs et parcourir les pages des livres impies sans risquer d'être submergé par les puissances de la ruine. Certains parmi les rangs des chevaliers gris possèdent une telle puissance psychique que leur esprit ne peut pas être dompté par les rites ou l'entraînement. De tels flots d'énergie incontrôlée constituent normalement un appât irrésistible pour les démons, et le psyker isolé se retrouve instantanément assujetti à leurs sombres désirs. Cependant, la pureté d'âme d'un chevalier gris et l'énergie psychique qu'il dégage sont absolument écœurantes pour les entités du Warp, même pour les démons les plus voraces. Cette énergie immaculée prend une forme matée par le subconscient du chevalier gris, une flamme purificatrice, un éclat de lumière aveuglante ou toute autre manifestation psychique de sa pureté d'âme. Les plus puissants des chevaliers gris peuvent bannir les démons en les effleurant, redonner courage aux armées terrorisées ou se prémunir contre la mort elle-même.